J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Thomas Babington Macaulay, discours au Parlement britannique, le 2 février 1835. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes disposés à passer cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons réfléchir à ce qui s'est produit après ce qu'on appelle la décolonisation. Au fait, à la suite de l'émission de dimanche dernier où nous avons rappelé cette épopée de nos ancêtres, épopée par laquelle ils ont mis fin au système esclavagiste, je me suis posé la question, mais de la fin de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à la décolonisation, de la décolonisation à la néocolonisation, qu'est-ce qui a changé pour nous, les peuples noirs? En apparence, beaucoup de choses ont changé, je dis bien en apparence, mais en réalité, il y a un schème qui est resté le même. En sorte que, quand on va faire le bilan depuis l'esclavage jusqu'à la néocolonisation aujourd'hui, nous verrons qu'en réalité, le schème comportemental de l'occidental est resté le même. Il faut le comprendre, ce schème-là, pour savoir comment le briser. Je vous invite donc à rester éveillés pour suivre cette émission, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Allez vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Restez éveillés, je vous veux attentifs, car nous allons parler de ce qui nous regarde ce matin. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Le texte que je vous ai lu au début de l'émission date du 2 février 1835 et il est attribué à un homme politique britannique, un lord, qui répond au nom de Thomas Babington Macaulay. C'est un discours qu'il a tenu devant le Parlement britannique pour dire à ses confrères, les parlementaires, comment s'en prendre pour contrôler l'Afrique, pour contrôler les Africains. Nous sommes donc en plein contexte de la colonisation, puisque 2 ans avant, l'Empire britannique a procédé à l'abolition de l'esclavage, le 28 août 1833. On sait que quelques années plus tard, c'est l'Empire français lui-même qui va procéder à l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1843. Tandis que du côté des colonies espagnoles, eh bien, l'abolition va se faire entre 1873 et 1880. Donc, nous sommes globalement
dans le contexte post-esclavagiste et les esclavagistes d'hier sont en train de réfléchir, ils sont en train de raisonner pour savoir comment contrôler l'Afrique, comment contrôler les Africains, comment contrôler les peuples noirs. Et là, c'est l'homme d'État britannique qui tient un discours donc devant le Parlement britannique pour leur dire qu'il vient d'effectuer un voyage en Afrique, il s'est promené, il a rencontré des gens fiers, il n'a pas rencontré de voleurs, il n'a pas rencontré des mendiants, auquel cas leur sera-t-il difficile de contrôler cette population? Il leur sera difficile, n'est-ce pas, d'en venir à bout de leur dignité à ces Noirs, à ces Africains. Mais il leur dit, la seule façon pour nous d'y arriver, c'est par l'éducation. Si par le système éducatif, on arrive à leur faire croire que nous leur sommes supérieurs et que tout ce qui vient d'ailleurs est supérieur à ce que eux ont, si en plus nous arrivons à remplacer leur culture à eux, leur croyance à eux, ce qui constitue leur colonne vertébrale, pour reprendre l'expression du parlementaire, eh bien, ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir un peuple dominé. La table est mise. On va les éduquer, on va remplacer leurs croyances par nos croyances, on va substituer notre culture à leur culture de manière à casser leur colonne vertébrale. Ainsi deviendront-ils ce que nous souhaitons qu'ils soient, à savoir des peuples dominés. Notons une chose, c'est vrai que l'Empire britannique a mis fin à l'esclavage, il sera suivi en ceci par l'Empire français, qui sera suivi par l'Empire espagnol, mais les esclavagistes d'hier ne renoncent pas à l'Afrique pour autant. Ils ne renoncent pas à leur chaîne de pensée pour autant. Nous allons voir sur quel point repose, n'est-ce pas, ce chaîne de pensée, mais notez ce qu'ils disent. Pour arriver à les contrôler, ces populations africaines, pour arriver à contrôler les ressources de l'Afrique, nous devons éduquer la population, nous devons substituer à la culture de la population notre propre culture, nous devons tout mettre en œuvre pour faire croire à ces Noirs, pour faire croire à ces Africains que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce en quoi ils ont toujours cru. Si nous réussissons à faire cela, nous les dominerons à tout jamais. Pensons-y bien. De l'esclavage à la colonisation. De la colonisation à la décolonisation, de la décolonisation à la néocolonisation, qu'est-ce qui a véritablement changé pour nous les Noirs? Je dis véritablement. Donc, toute la force de ma pensée repose sur l'adverbe véritablement. Mais avant de répondre à cette question, voyons ce qui a changé en apparence. Si quelqu'un regarde les choses seulement en superficie, à la question mais de l'esclavage à la néocolonisation, en passant par la colonisation et la décolonisation, qu'est-ce qui a changé pour les peuples noirs? Eh bien, à cette question, on dira en apparence beaucoup de choses. D'abord, les Noirs sont libres, pas vrai? En apparence, ils ne travaillent plus pour les autres. En apparence, leur destin ne se trouve plus, en apparence, dis-je, aux mains de quelqu'un qui s'est arrogé le droit de contrôler le destin de cet homme ou de cette femme, en sorte que cet homme ou cette femme qui se lève à l'heure où il veut ou à l'heure, n'est-ce pas, qu'elle désire, pourrait dire, écoutez, je suis libre, je n'ai plus de chaîne aux pieds, je n'ai plus, n'est-ce pas, un maître pour me fouetter, m'obligeant ainsi à travailler pour lui. D'un point de vue collectif, depuis la décolonisation, on pourrait dire, en apparence, nous avons le contrôle, n'est-ce pas, de notre destin,
Ne nous donnons-nous pas les dirigeants que nous souhaitons? N'allons-nous pas voter à chaque 4 ans, à chaque 5 ans, que ce soit pour des présidents, que ce soit pour des parlementaires, en sorte que à la question, mais qu'est-ce qui a changé en apparence pour nous depuis la décolonisation? Beaucoup de choses, pourrions-nous dire. Et je pourrais, n'est-ce pas, ajouter à l'envie, allonger à l'envie cette liste de choses qui semblent changer pour nous les descendants d'esclaves, pour nous les afro-descendants. Mais ce n'est qu'en apparence. Parce que lorsqu'on y pense vraiment et qu'on se pose la question dans le fond des choses, qu'est-ce qui a changé véritablement pour les descendants d'esclaves? Qu'est-ce qui a véritablement changé pour les Noirs? Qu'est-ce qui a véritablement changé pour les Afro-descendants depuis la décolonisation? Nous allons véritablement réaliser que pas grand-chose n'a changé. Puisque le schème de la pensée de l'occidental, lui, ne change pas. Il est persuadé que pour s'enrichir, il faut qu'il pille les ressources de l'autre. Il est persuadé que pour s'enrichir, il doit exploiter l'autre. Ce schème de comportement-là n'a pas changé. Et nous allons y réfléchir en profondeur. Si je vous cite la date du 15 novembre 1884, pour la plupart d'entre nous, cette date ne nous dit rien. Et pourtant, c'est une date importante car c'est là que le nouvel ordre mondial, en ce qui a trait aux peuples africains, en ce qui a trait aux populations afrodescendantes, c'est là, dis-je, que le nouvel ordre mondial a été défini à Berlin, n'est-ce pas, par les grandes puissances européennes d'alors. Donc retenez bien cette date. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, s'est déroulée ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Et je vous ai dit, à cette conférence de Berlin a été défini le nouvel ordre mondial pour l'Afrique, pour la population africaine et pour les afro-descendants. Et vous allez voir que même si cette fameuse conférence remonte au 19e siècle, toutes les bases de ce qui arrive dans nos pays aujourd'hui, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, toutes les bases ont été jetées là et rien n'a changé depuis cette date. Je voudrais donc vous présenter le contexte de cette conférence de Berlin qui s'est déroulée, répétais-je, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Conférence de Berlin qui a été lancée à l'initiative, n'est-ce pas, du chancelier de l'Allemagne Otto von Bismarck. Et nous allons voir quels sont les pays qui ont été invités à cette conférence dite de Berlin, quel a été l'objectif poursuivi par cette conférence et quelles sont les résolutions qui ont été prises à cette conférence de Berlin. Et nous allons voir que rien n'a changé dans le comportement de l'occidental en ce qui a trait à l'Afrique, dans le comportement de l'occidental en ce qui a trait au pays où vivent aujourd'hui des afro-descendants. Je pense à un pays comme Haïti. Vous allez voir que c'est là que le cadre a été mis et qui explique aujourd'hui tout ce qui nous arrive. Alors, regardons quelles sont les puissances, quels sont les pays qui étaient invités à cette conférence dite de Berlin. Donc, c'est l'Allemagne qui est le pays hôte. Donc, cette conférence est faite à l'initiative du chancelier allemand, Otto von Bismarck. Les puissances qui sont invitées sont les suivantes: l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, donc l'équivalent de la Turquie d'aujourd'hui, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Vous notez qu'en gros, ce sont les mêmes puissances esclavagistes qui, après avoir aboli l'esclavage, se disent, écoutez, même si nous avons aboli l'esclavage, nous devons trouver une façon de
contrôler l'Afrique, de contrôler les populations africaines, de manière à ce que nos richesses soient construites à perpétuité sur l'Afrique. Et maintenant, écoutez l'objectif de cette conférence. Comment se partager l'Afrique, sa population et ses ressources sans les Africains? C'est pas pour rien que je vous ai lu les pays qui sont invités à cette conférence dite de Berlin. Vous notez qu'aucun pays africain n'y est invité. Et pourtant, l'objet de cette conférence de Berlin, c'est précisément comment se partager l'Afrique, sa population, ses ressources, mais sans les Africains. Notre conférence est arrivée au terme de ses travaux. Je suis heureux qu'une entente complète ait été établie sur tous les points du programme qui nous avait été soumis. Les résolutions prises assurent au commerce de toutes les nations le libre accès au centre du continent africain. La liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Vous avez tenu à prévenir les contestations auxquelles de nouvelles prises de possession sur les côtes d'Afrique pourraient donner lieu. Messieurs, je suis chargé par Sa Majesté l'Empereur et Roi, mon auguste maître, de vous exprimer ses remerciements les plus chaleureux. Fort bien. Nous allons donc pouvoir passer à la signature. Messieurs, Au succès de la conférence. À Bismarck. À Bismarck. Chancelier Bismarck. Je vais, si vous permettez, vous lire un extrait de l'acte général de cette conférence de Berlin qui date du 26 février 1885. Notez bien, chaque mot est important dans cet acte officiel de la conférence de Berlin. Au nom de Dieu Tout-Puissant, ainsi commence l'acte. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême et roi apostolique de Hongrie, etc., voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation, notez bien le mot civilisation, dans certaines régions de l'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique, désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupé en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord, ce qui suit. Je voudrais qu'on réfléchisse jusque-là à ce qui vient d'être lu. Notez, au nom du Dieu Tout-Puissant. Vous notez que tout ce que font les puissances occidentales, elles le font au nom de leur Dieu, elles le font au nom de leur religion, elles le font au nom du judéo-christianisme. Même si la chose est immorale, ce n'est pas grave, elles le font au nom de leur Dieu. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'une conférence au cours de laquelle des puissances étrangères se sont réunies pour décider de la manière dont elles allaient envahir tout un continent, dont elles allaient contrôler les ressources de toute une population et surtout de la manière dont elles allaient contrôler pour toujours cette population, mais elles le font au nom du Dieu Tout-Puissant. Nous n'y pensons pas toujours, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre le Dieu judéo-chrétien et l'invasion d'un territoire étranger. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le Dieu judéo-chrétien et le vol des ressources des autres.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre le Dieu judéo-chrétien et l'exploitation des peuples étrangers. La preuve, lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que le fameux Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai, a donné au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse et avant Moïse, à Abraham, par l'entremise, n'est-ce pas, de Josué, des territoires qui étaient habités par d'autres populations. Et lorsqu'on a posé la question, mais comment ces territoires peuvent nous revenir quand ils sont habités par d'autres populations? Eh bien, l'Ancien Testament est clair, vous allez les tuer tous et toutes. Et quant à ceux qui restent, vous allez les réduire en esclavage. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, si les colons juifs exploitent, n'est-ce pas, les Palestiniens, si les colons juifs, n'est-ce pas, volent les territoires de ceux qui vivent en Palestine, ils le font au nom de leur religion, au nom de leur Dieu tout-puissant. Et vous notez que, quoi que fasse une puissance occidentale, elle va réclamer la bénédiction de Dieu. Cette semaine, l'actualité littéraire est marquée par la sortie du livre de l'ancien président américain, l'afro-américain Barack Obama. Mais déjà le titre de son livre est Promised Land, une terre promise. Vous notez le lien? Eh bien, le langage vient directement du récit judéo-chrétien. Le langage vient directement de la Bible. Dans la Bible, la terre promise, n'est-ce pas, c'est Israël. Mais pour un Américain d'aujourd'hui, la terre promise, c'est l'Amérique. Le fameux destin manifeste des Américains. Et même un homme aussi futé, même un homme aussi habile, même un homme aussi cultivé que Barack Obama n'a pas échappé à cette tentation religieuse de titrer son livre parlant des États-Unis et Promised Land. Donc ici, les puissances occidentales, les puissances chrétiennes se réunissent pour voler un autre continent, se réunissent pour envahir un autre continent, se réunissent, n'est-ce pas, pour contrôler les ressources d'autres populations, mais elles le font au nom du Dieu Tout-Puissant. Il y a quelque chose d'ironique, mais de tellement cohérent avec le fait que quand un président américain entre en guerre contre une nation étrangère, le dernier mot, la dernière phrase de son discours, la dernière phrase de son adresse à la nation, c'est « God bless America ». Donc il n'y a pas d'incompatibilité dans l'esprit de l'occidental. Il n'y a pas d'incompatibilité dans l'esprit des puissances occidentales entre le fait d'envahir un continent étranger, entre le fait de contrôler les ressources d'un autre, entre le fait de voler les ressources d'un autre, et l'idée d'un Dieu tout-puissant qui est censé être un Dieu de justice, qui est censé être un Dieu de miséricorde, qui est censé être un Dieu d'amour, un Dieu qui pourtant nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est pour les autres. Mais s'agissant d'eux, les Occidentaux, tout ce qu'ils font est béni par le Dieu tout-puissant. Alors, à cette conférence de Berlin du 19e siècle, il a été décidé que pour éviter des conflits entre nous, les puissances européennes, pour éviter des guerres entre nous, les puissances, on va dire, chrétiennes, entre nous, les puissances occidentales. Donc, dans un esprit de bonne entente mutuelle, nous allons établir les conditions favorables, écoutez bien, au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique. Commerce et civilisation. Quand est-ce qu'il y a commerce, les amis? Il y a commerce lorsqu'il y a un libre-échange entre quelqu'un qui fournit un produit, entre quelqu'un qui fournit des services et quelqu'un qui achète ce produit ou qui achète ce service. Voyez comment l'occidental, il est pervers même dans son vocabulaire. Les puissances occidentales décident d'envahir l'Afrique, mais
Elle se donne un vocabulaire tellement pompeux dans le but d'avoir une bonne entente entre nous, les puissances occidentales. Et dans un esprit de faire bon commerce, n'est-ce pas, nous nous sommes réunis pour établir les conditions de ce commerce, mais également dans le but d'apporter de la civilisation aux Africains. Même un Charles de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, dans un discours qu'il a prononcé en Afrique du Nord à Alger, ne s'est pas empêché de dire, écoutez, finalement la colonisation n'était pas si mauvaise que cela pour les Africains, puisque c'est grâce à la colonisation qu'on vous a apporté la civilisation. Et même Victor Hugo, raciste à 16 heures, eut à dire, écoutez, les Français sont comme les Grecs, ils sont les lumières du monde et ils doivent apporter la lumière à ces Africains. Donc, la colonisation, telle que perçue par les Occidentaux, ce n'est pas un vol, ce n'est pas un pillage, ce n'est pas une évasion illégale, ce n'est pas le contrôle des ressources des autres et le contrôle de toute une population. C'est une façon de faire commerce et c'est une façon d'apporter la civilisation. Mais notons une chose, ils se sont réunis, ces pays-là, pour parler d'Afrique sans les Africains. Ils se sont réunis pour décider de la manière dont ils allaient gérer les ressources de l'Afrique, mais sans les Africains. Ils se sont réunis pour s'entendre entre eux de manière à ce qu'ils ne se fassent plus la guerre entre eux pour le continent africain. Et dans cette conférence de Berlin, tout a été décidé. Où allaient se trouver les frontières? Quel pays allait être contrôlé par telle autre puissance? Quelles ressources allaient être contrôlées par telle puissance? À qui cette ressource allait être vendue? Et pour que les Africains ne se révoltent jamais, vous avez entendu le discours, n'est-ce pas, de McLaughlin, il faut nous assurer de les éduquer, il faut nous assurer de leur apporter notre Dieu, de leur apporter notre religion, ainsi ils seront dominés comme nous avons toujours souhaité qu'ils le soient. Dites-moi, même si cette conférence s'est déroulée en 1885, qu'est-ce qui a changé au XXIe siècle? Est-ce que les grandes puissances, les puissances esclavagistes d'autrefois, les puissances tutrices d'autrefois, malgré le fait que nous avons réclamé et obtenu, n'est-ce pas, sur papier la décolonisation, qu'est-ce qui a changé pour nos pays? Est-ce qu'on ne continue pas de se réunir pour parler de nous mais sans nous? Est-ce qu'on ne continue pas de décider de nos ressources mais sans nous? Est-ce qu'on ne continue pas de décider de notre destin mais sans nous inviter? En sorte que de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à la décolonisation, de la décolonisation à la néocolonisation, l'occidental continue de considérer le noir comme un mineur, il continue de considérer le noir comme un primaire qu'il faut prendre en charge et c'est à lui l'occidental de décider de l'avenir de ce noir sans nécessairement inviter ce noir à la table de la discussion. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Avant la pause, on a vu que les mots changent. Les tuteurs d'hier ne veulent plus qu'on les appelle des esclavagistes puisqu'ils ont procédé à l'abolition de l'esclavage. Ils ne veulent plus qu'on les appelle des colons puisque
Dans les années 60, ils ont procédé à la décolonisation. Ils ne veulent même pas qu'on les appelle les néocolonialistes. Au contraire, ils sont des civilisateurs. Ils amènent la civilisation occidentale, ils amènent la technologie occidentale, ils amènent les infrastructures occidentales partout à travers le monde, en particulier en Afrique et dans les pays des afro-descendants, en sorte que le tuteur d'hier, n'est-ce pas, souhaite même qu'on l'applaudisse comme civilisateur, il souhaite même qu'on l'applaudisse comme messie, comme bienfaiteur. Et vous savez pourquoi? Dans le contexte de la colonisation du 19e siècle, il ne manquait pas de propagandistes occidentaux pour dire, écoutez, finalement, les Occidentaux ont délivré les Africains d'eux-mêmes, car l'Afrique était soumise à des guerres tribales. Il ne se passait pas un mois ou une année sans qu'il n'y ait des guerres sanguinaires, n'est-ce pas, entre les peuples africains. Et nous, lorsque nous sommes arrivés, nous avons pacifié, n'est-ce pas, l'Afrique. Même le roi, le très sanguinaire, le très monstrueux roi belge Léopold II, lui qui a perpétré un génocide contre nos frères africains, mais même lui souhaitait entrer dans l'histoire comme un bienfaiteur, comme un civilisateur. Donc, il nous faut comprendre, et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant, le schème comportemental de l'Occident, qui va faire en sorte que même si son vocabulaire change, même si les temps changent, même si en apparence notre situation a changé, mais dans le fond des choses, c'est les mêmes rapports que l'occidental va entretenir avec l'africain, c'est le même rapport que l'occidental va entretenir avec les afro-descendants. Quel est ce schème de pensée occidental? Pour comprendre le schème de pensée occidental, il faut se rappeler que c'est un schème de pensée qui est nourri par 5 animateurs sociaux. Le premier animateur social, c'est l'idéologue. Si l'Occident réussit à contrôler l'Afrique, si l'Occident réussit à contrôler les peuples afro-descendants, si l'Occident, n'est-ce pas, réussit à contrôler nos ressources, c'est parce qu'il s'est doté d'idéologues. L'idéologue, c'est l'éducateur. L'idéologue, c'est l'universitaire. L'idéologue, c'est le penseur. C'est celui qui pense sur la manière dont les Occidentaux doivent entrer chez les autres, sur la manière dont les Occidentaux doivent faire commerce, entre guillemets, avec les autres, sur la manière dont l'Occidental, n'est-ce pas, doit construire sa richesse. Vous allez noter que les politiciens sont ceux qui vont chercher et obtenir le vote d'une population, mais ceux qui pensent les programmes politiques, ceux qui pensent les plateformes politiques, nous ne les voyons jamais. Ce sont des professeurs d'université, ce sont des idéologues qui sont là pour mettre sur pied une doctrine, laquelle doctrine va s'assurer de la perpétuation du contrôle de l'Occident des ressources des autres. L'idéologue. Le deuxième animateur social, c'est le politicien, cela va sans dire. Si le rôle de l'idéologue, c'est de penser la doctrine, c'est de penser les moyens qu'il faut pour s'assurer du contrôle des autres par l'Occident, eh bien, le rôle du politicien, c'est de mettre en œuvre la doctrine de l'idéologue. Exemple, au Québec, François Legault se bat contre l'évidence même du racisme au Québec. Il est contre le fait qu'il y a du racisme systémique au Québec. Des tribunaux reconnaissent qu'il y a profilage racial, les corps de police reconnaissent qu'ils ont eux-mêmes fait du profilage racial. Posez la question à n'importe quel noir qui vit au Québec, indépendamment du nombre d'années qu'il passe au Québec, il va te dire oui, il y a du racisme systémique, mais François Legault refuse d'utiliser ce mot, il refuse d'utiliser cette formule.
Mais quand on fouille, on réalise que si François Legault refuse d'utiliser cette formule, cela ne vient pas de lui, cela vient de ses idéologues à lui. Cela vient, n'est-ce pas, d'un universitaire comme Mathieu Bock-Côté, cela vient d'un journaliste, n'est-ce pas, comme Richard Martineau, qui disent, écoutez, ce sont des réalités américaines, le racisme systémique au Québec, on ne connaît pas. Et lui, le politicien, celui qui est là pour mettre en œuvre la pensée de l'idéologue, il ne peut pas aller au-delà de ce que les idéologues ont conçu pour lui comme doctrine. L'idéologue pense la doctrine, le politicien met en œuvre cette doctrine, le militaire exporte la doctrine, il exporte l'idéologie qui a été conçue par ces penseurs-là pour l'Occident. Les gens d'affaires exploitent la doctrine. C'est intéressant. Lorsque les Américains ont décidé d'envahir l'Irak sous de faux prétextes, n'est-ce pas? Le fameux prétexte des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvé parce qu'elles n'existent pas. George Bush savait que les armes de destruction massive n'existaient pas. Tony Blair, n'est-ce pas, le premier ministre britannique, savait que ces fameuses armes de destruction massive n'existaient pas. Dick Cheney savait que ces fameuses armes n'existaient pas non plus. Sauf que lorsque les Américains et les Britanniques sont entrés en Irak, Dick Cheney, le vice-président des États-Unis d'alors, a servi cet avertissement au monde entier. Si nous sommes seuls à y aller avec les Britanniques, nos hommes d'affaires vont être les seuls aussi à exploiter les ressources de l'Irak. C'est ça le schème comportemental. Il y a des idéologues qui pensent, il y a des politiciens qui mettent en œuvre, n'est-ce pas, la doctrine et l'idéologie, il y a le militaire qui exporte cette idéologie, il y a les gens d'affaires qui exploitent l'idéologie. Et écoutez, le dernier et cinquième animateur social, il y a le missionnaire dont le rôle est de justifier la doctrine. Donc, je reprends. L'idéologue pense la doctrine, c'est son rôle. Le politicien met en œuvre la doctrine qui est conçue par l'idéologue. Le militaire exporte cette idéologie. Les gens d'affaires l'exploitent, cette idéologie, à des fins commerciales, à des fins mercantilistes, à des fins d'affaires, cela va sans dire. Et finalement, le missionnaire justifie tout cela. Voilà pourquoi, déjà à la conférence de Berlin, mais même avant la conférence de Berlin, quand il fallait justifier l'esclavage des Africains, quand il fallait justifier l'invasion du continent africain par les puissances européennes, par les puissances portugaises, il fallait que le pape bénisse l'entreprise de l'invasion, il fallait que le pape bénisse l'entreprise de l'esclavage, car le missionnaire est aussi important dans la charpente de la doctrine occidentale que le militaire. Le missionnaire est aussi important que, n'est-ce pas, le politicien, il est aussi important que l'idéologue, car c'est à lui, n'est-ce pas, qu'est échu le rôle de justifier tout cela au nom de Dieu. C'est à lui, n'est-ce pas, que revient le rôle d'endormir, n'est-ce pas, l'Africain, d'endormir le noir par la bonne vieille doctrine religieuse. Là, on vient de voir les 5 animateurs sociaux du schème comportemental de l'Occident. Donc, maintenant, regardons le comportement en tant que tel. Premier point de ce schème occidental, notre richesse doit venir d'ailleurs. Regardez, ce serait tellement simple de dire que nous allons nous-mêmes créer notre richesse. Nous allons exploiter nos ressources à nous pour créer la richesse et la distribuer par la suite. Non. L'occidental refuse d'exploiter ses propres ressources. Sa richesse vient d'ailleurs. Ça a toujours été le cas.
Vous vous souvenez, lors d'une précédente émission, je vous avais expliqué le concept de l'Occident, d'où vient le mot Occident, et que le terme Occident, n'est-ce pas, dérive finalement des États-nations qui sont issus de l'Empire romain. Eh bien, l'occidental est persuadé que pour faire sa richesse, les ressources doivent venir d'ailleurs. Voilà pourquoi l'Occident ne peut pas se passer de l'Afrique. L'occidental ne peut pas se passer des ressources naturelles de l'Afrique. L'occidental ne peut pas se passer de la main-d'œuvre noire. Il ne peut pas se passer de la main-d'œuvre, n'est-ce pas, africaine. Et aujourd'hui, il ne peut pas se passer du cerveau de l'Afrique. C'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, des pays comme le Canada, des pays, n'est-ce pas, comme le Royaume-Uni, ne peuvent pas s'empêcher d'attirer les cerveaux africains, ne peuvent pas s'empêcher d'attirer les cerveaux des pays, n'est-ce pas, des afro-descendants, car ils ont besoin de nos ressources pour construire leur richesse. Deuxième pôle fondamental du schème comportemental de l'Occident. Non seulement sa richesse doit venir des autres, ce qui est à toi est à lui, mais ce qui est à lui reste à lui. Et là, il va mettre sur pied tout un arsenal juridique pour protéger ses ressources. Il va mettre sur pied tout un arsenal juridique pour protéger, n'est-ce pas, ses droits d'auteur. Mais il peut se rendre sur ton territoire, voler tes ressources. Il peut se rendre sur ton territoire, contrôler ce territoire, décider de ta gouvernance impunément parce que le nouvel ordre mondial, c'est lui qui le met en place. L'occidental, il est suprémaciste. Quand tu parles à un occidental, il est persuadé qu'il est supérieur aux autres et que c'est à lui de leur apporter la civilisation. La civilisation, c'est sa religion. La civilisation, c'est son système éducatif. La civilisation, c'est sa culture. La civilisation, c'est sa couleur. La civilisation, c'est son mode de vie. Mais toujours est-il que l'occidental est suprémaciste. Voilà pourquoi, même s'il n'y a plus d'esclavage, même s'il n'y a plus de colonisation et qu'on parle plus de néocolonisation, le réflexe de l'occidental demeure le même. Il se croit supérieur. Puisqu'il se pense supérieur, il va même décider de ton mode de gouvernance. C'est la France qui décide du mode de gouvernance de la plupart des pays africains qu'elle a colonisés. Malgré la décolonisation des années 60, ces pays-là n'arrivent toujours pas à décider de leur mode de gouvernance. Quand les Africains osent élire quelqu'un que la France n'aimait pas, vous pouvez être sûr que ce pays-là va être confronté à de l'instabilité politique, que ce pays-là va faire face, n'est-ce pas, à de la guerre civile. N'allez pas chercher loin, ça vient de la France. À la blague, on s'est dit, si ce que Donald Trump est en train de faire en ce moment dans la plus grande démocratie du monde, c'est un pays africain ou un pays afro-descendant qu'il avait fait, ça fait longtemps que les États-Unis d'Amérique, suivis en ceci par les autres grandes puissances, auraient gelé tous les avoirs de cet homme, non seulement les avoirs de cet homme, mais les avoirs de sa famille, les avoirs de ses proches, de ses conseillers politiques, mais en plus, on aurait supprimé leur visa. Quand il y a une élection dans nos pays africains et que l'un des politiciens refuse d'admettre les résultats voulus par l'Occident, on s'en fout que ce soit des résultats crédibles, on s'en fout que ce soit des résultats vérifiables, on s'en fout que ce soit des résultats, n'est-ce pas, qui ne soient pas frauduleux. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les résultats décidés par l'Occident. Ce qu'on veut, c'est d'avoir l'élu choisi par l'Occident. Mais imaginez si Donald Trump était un Haïtien. Imaginez si Donald Trump était un Africain. On aurait gelé ses avoirs, d'autant que l'homme fait des affaires avec beaucoup de pays dans le monde, avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays encore. Donc ce serait facile de geler ses avoirs, de geler les avoirs de ses enfants et de supprimer leur visa.
Mais s'agissant de Donald Trump, à chaque fois qu'on pose la question à un chef d'État, mais qu'est-ce qu'il pense de ce que Donald Trump est en train de faire? On dit, écoutez, on ne veut pas s'interférer dans la vie souveraine des Américains. Donc vous notez, 2 poids, 2 mesures. Chez nous, il nous organise des élections et quand on doute des résultats obtenus, il se précipite d'approuver, n'est-ce pas, les résultats, même s'ils sont frauduleux. Quand un chef d'État refuse, n'est-ce pas, de concéder sa défaite, on le punit, on supprime son visa, on gèle ses avoirs et les avoirs de toute sa famille et de tout son environnement. Mais s'agissant d'un pays de l'Occident, mais non, on ne va pas s'immiscer dans les affaires souveraines des États-Unis. Mon œil, 2 poids, 2 mesures. Un autre pôle important du schème comportemental de l'Occident, c'est que c'est un schème liberticide. Au fait, ils ne veulent pas que nous soyons véritablement libres. Être libre, c'est quoi? C'est gérer son territoire. Être libre, c'est quoi? C'est prendre son destin en main. Être libre, c'est quoi? C'est être acteur de son histoire. Être libre, c'est quoi? C'est se doter de son propre mode de gouvernance. Mais l'Occident sait que le jour où les Africains seront véritablement libres, ce jour-là, l'Occident s'effondrera. Alors, l'occidental met tout en place pour tuer nos libertés de peuple, pour tuer nos libertés individuelles. Il n'y a pas jusqu'à la monnaie des pays africains qui ne soit décidée par la France. Et quand un chef d'État africain s'avise de s'opposer à cela, vous savez quoi? Il est soit renversé, s'il est chanceux, ou littéralement assassiné, tué par le service de renseignement français. Mais comment l'Occident arrive-t-il à faire tout cela? Eh bien, la recette nous a été servie par le discours que je vous ai lu au début de l'émission. Nous devons éduquer les Africains. Donnons-leur l'école. Donnons-leur notre école. Et en leur apportant notre école, nous allons contrôler leur cerveau. Donnons-leur notre religion en leur envoyant des missionnaires qui vont venir, n'est-ce pas, justifier le commerce, qui vont venir justifier notre civilisation. Et enfin, établissons des rapports cordiaux avec leurs élites politiques, leurs élites d'affaires, et l'affaire est dans le sac. Moi, j'appelle cela l'arc-en-ciel zombificateur des pays noirs. Dans cet arc-en-ciel zombificateur, on retrouve donc 4 couches. La couche de l'éducation. L'école est pernicieuse chez nous. On retrouve la couche de l'éducation religieuse, la religion. Les missionnaires sont aussi pernicieux que les militaires. On retrouve la couche des élites, n'est-ce pas? Élite politique, élite des affaires, et qui est enfin, qui fait la promotion de la culture, n'est-ce pas, des pays tuteurs. Ce sont nos médias. Pour nous libérer de la tutelle des, n'est-ce pas, des colonisateurs d'hier, nous devons faire attention à ce qui est enseigné à nos enfants. Nous devons faire attention aux discours religieux. Nous devons faire attention à nos élites et nous devons surtout contrôler nos médias. Rien n'a changé, chers amis, depuis cette conférence de Berlin. Je ne résiste pas à la tentation de clore l'émission en prenant l'exemple d'Haïti. Retenez bien. En janvier 2003, le Canada a mis sur pied une rencontre qui avait pour code Groupe Initiative d'Ottawa sur Haïti. Écoutez bien, janvier 2003, la dernière fin de semaine de janvier 2003, le Canada a tenu une réunion secrète au lac Meech avec des représentants de plus de 20 capitales et d'organisations internationales. On parle de la France, on parle des États-Unis, on parle de l'OEA, on parle de l'Union européenne. Donc, près de 20 représentants de pays et d'entités internationales. L'objectif de cette rencontre, fin janvier 2003, c'était de mettre Haïti sous tutelle avant la célébration du 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Écoutez bien là.
Et ceci nous a été révélé par feu le journaliste canadien Michel Vastel dans son article, n'est-ce pas, paru dans les colonnes de l'actualité, n'est-ce pas, en 2003. Donc lui, il nous a dit, à la fin janvier 2003, il s'est tenu une rencontre secrète qui avait pour nom de code Initiative d'Ottawa sur Haïti. À cette rencontre, c'est des représentants de près de 20 capitales qui, n'est-ce pas, qui étaient présents, et le but c'était de mettre Haïti sous tutelle avant la célébration de son 200e anniversaire d'indépendance. Le prétexte, c'était que c'est un peuple pauvre, le taux de chômage est trop élevé et qu'on n'a pas le droit d'attendre jusqu'aux prochaines élections en 2005 et qu'il nous faut absolument renverser Jean-Bertrand Aristide avant le 1er janvier 2004. Cette rencontre a été organisée avec la complicité du Premier ministre du Canada d'alors, Jean Chrétien, et il a confié le mandat à l'un de ses hauts fonctionnaires, Denis Paradis, pour réunir des représentants de près de 20 capitales et des représentants d'entités internationales. Le but, il nous faut mettre Haïti sous tutelle avant la célébration de son 200e anniversaire d'indépendance et il faut renverser Jean-Bertrand Aristide. Vous notez la correspondance entre cette fameuse conférence de Berlin du 19e siècle où des nations européennes décidaient de l'Afrique mais sans l'Afrique. Décidaient de l'Afrique mais sans les Africains, mais là, n'est-ce pas, c'est le Canada qui réunit des représentants de 20 capitales au monde pour décider du sort d'Haïti mais sans les représentants d'Haïti. Vous connaissez la suite. Aristide, effectivement, sera renversé en février 2004. Et lorsque ces pays-là décident, par exemple, de prendre en charge un pays, décident de contrôler le mode de gouvernance d'un pays, ils se donnent les moyens. Ils vont d'abord trouver des alliés. Les alliés, c'est parmi les élites politiques et les élites d'affaires. En Haïti, rapidement, on a mis sur pied, n'est-ce pas, le fameux groupe des 184. On ne sait pas quelles sont les 184 organisations qui constituaient ce groupe, mais tout à coup, le nom est sorti, le groupe des 184. Ce qu'on va découvrir après, c'est que ce groupe des 184, piloté par les élites politiques et les élites d'affaires, ce groupe-là sera au fait manipulé depuis Ottawa. Et je vous ai dit que le mouvement de ces tuteurs se fait en 3 temps. On excite les gens. Tout à coup, les médias nous parlent, n'est-ce pas, des exactions d'Aristide. On nous montre, n'est-ce pas, des têtes coupées. On ne sait pas d'où elles viennent. On est excité, on est dans la rue. On fait des manifestations, n'est-ce pas, anti-gouvernementales. Deuxième moment, on calme les gens. Nous sommes de véritables marionnettes. Un jour, on est dans la rue en train de réclamer la tête du président. Le lendemain, on rentre chez soi, mais on ne comprend pas. Mais qui est-ce qui nous contrôle? Tel jour, il y a telle marche, n'est-ce pas, à Vertières, pour réclamer le départ de Jean-Bertrand Aristide. Quelques jours plus tard, c'est calme. Wow. Troisième temps, dans les stratégies ou dans les tactiques, n'est-ce pas, de l'international pour contrôler nos pays, on excite à nouveau. Et là, c'est d'anciens militaires, n'est-ce pas, qu'on a armés à partir des États-Unis, à partir de la République dominicaine, qui vont désormais tirer sur les policiers que l'international elle-même a formés. Là, on va parler de Guy Philippe, entre autres. Ce même Guy Philippe qui a été utilisé par l'international pour renverser Jean-Bertrand Aristide, imaginez, il se trouve dans les prisons américaines, n'est-ce pas, en Floride, parce qu'il est accusé de drogue. La véritable raison, c'est que Guy Philippe avait menacé l'ambassade américaine de tout raconter dans un livre. Donc avant que son livre ne sorte, on vient le chercher, on le fout dans une prison pour les prochaines années. On excite, on calme, on excite encore, troisième temps, et enfin, on canalise l'excitation
vers les choix de l'international. Toutes ces manifestations qu'il y avait dans la rue, toutes ces protestations antigouvernementales n'avaient qu'un but au fait, canaliser la population haïtienne vers le choix de l'international. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'international avait déjà choisi son premier ministre, que l'international avait déjà choisi son ministre des Affaires étrangères, que l'international avait déjà prévu, n'est-ce pas, qui viendrait chercher le président chez lui pour l'amener en exil, parce que rien n'a changé depuis cette conférence de Berlin. Ce sont les tuteurs qui décident de notre avenir. Ils le font selon leurs intérêts. Mais revenons en terminant à ce que j'appelle l'arc-en-ciel zombificateur. L'international ne peut atteindre ses buts, il ne peut réussir ses objectifs à moins qu'il ne dispose de deux types de collaborateurs dans nos pays. Voyons rapidement ces deux types de collaborateurs, nos élites politiques et nos élites d'affaires. Moi, à chaque fois que j'entends un politicien africain ou un politicien haïtien se vanter d'avoir été invité par l'ambassade de France, ou d'avoir été invité par le Quai d'Orsay, ou d'avoir été invité par l'ambassade américaine ou le département d'État, si j'avais de la sympathie pour ce politicien, ma sympathie vient de se changer en antipathie. Car si ce politicien est véritablement patriote et nationaliste, c'est pas compliqué, la France, l'ambassade de France, le Quai d'Orsay ou l'ambassade américaine ou le département d'État ne l'invitera pas. Vous n'êtes que candidat, on vous invite déjà, mais pourquoi faire sinon que pour vous corrompre? Mais le deuxième complice de l'international pour nous empêcher de prendre, n'est-ce pas, en main notre histoire, pour nous empêcher de contrôler notre destinée, ce sont les médias. Vous savez, il y a de ces médias qui reçoivent leur cachet directement des ambassades. Il y a de ces médias qui tissent des rapports intimes avec des ambassades étrangères. Et ce sont précisément ces médias-là qui excite les populations contre tel gouvernement qui est pourtant nationaliste, qui excite, n'est-ce pas, les populations contre telle pratique gouvernementale qui est au bien du pays. Et ces journalistes-là, ces médias-là vont manipuler, surchauffer les esprits. Et ça nous prend du temps pour réaliser, je comprends pourquoi ces médias-là présentaient les nouvelles toujours dans le même sens. Je comprends désormais la ligne éditoriale de ce journaliste-là. C'est parce qu'il était payé ou manipulé par l'international. Qu'est-ce qui a changé depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui dans le contexte de la néocolonisation, en passant par la colonisation et la décolonisation? Pas grand-chose. Le schème comportemental de l'Occident reste le même. Il décide de s'enrichir à même nos ressources. Il décide de nous imposer ses vues, même si ces vues ne coïncident pas avec nos intérêts. Et pour y arriver, il nous donne son école, il nous donne ses élites, il nous donne sa religion et il nous donne ses médias. Si nous voulons nous débarrasser de toutes les traces de la colonisation, nous devons reprendre le contrôle de nos écoles, reprendre le contrôle, n'est-ce pas, de nos traditions religieuses. Il n'est pas normal que la religion du maître soit notre religion. Nous devons avoir des élites nationalistes et non transnationales. Et enfin, nous devons avoir le contrôle de ce qui est dit sur nos ondes publiques. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Mes chers amis, nous sommes tellement touchés par vos messages d'encouragement. Cela nous fait chaud au cœur et nous motive à aller de l'avant dans notre travail. C'est pour vous que nous le faisons. Quand vous le reconnaissez, cela nous encourage, toute l'équipe Juvénile Image, Winnie J et moi. Donc nous vous invitons à continuer de faire ce que vous faites bien déjà, à liker, n'est-ce pas, nos émissions, à les partager dans vos groupes respectifs,
mais également à inviter vos amis, à inviter vos relations à s'abonner à cette page pour que la famille Lumière sur le monde s'agrandisse jour après jour. Merci d'avoir été là. On est ensemble, gardons le moral car tant que va le moral, tout va. Merci.